Bienvenue sur Africa 24 dans cette édition spéciale de l'interview depuis Bangui en Centrafrique. Le 28 décembre 2025 marquera une étape décisive pour les Centrafricains. Henri-Marie Dondra, ancien Premier ministre et candidat de l'unité républicaine à la présidentielle, est notre invité. Dans cet entretien avec Africa 24, il présente les mesures concrètes qu'il compte mettre en œuvre pour offrir un avenir meilleur aux Centrafricains. Monsieur Henri-Marie Dondra, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Vous proposez un grand débat national pour réconcilier les Centrafricains et réformer la Constitution. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, 1,1 million de personnes étaient déplacées à l'intérieur du pays en 2023. Comment ce débat peut-il concrètement restaurer la cohésion sociale et la paix dans ce contexte? Je vous remercie d'abord pour la question. Vous avez parlé de 1,1 million de déplacés internes. Je peux vous dire, madame, que les cicatrices sont encore profondes chez nos compatriotes. Quand j'appelle à un grand débat national, il ne s'agira pas d'une simple consultation. Il y a tout un processus, des étapes que nous mettrons en œuvre. Nous avons retenu pour cela au moins trois piliers, voire quatre. La vérité, la justice, le pardon et bien évidemment la révision de la Constitution. Parce que les questions liées à la Constitution ont cristallisé les passions ces derniers temps, et vous le savez. Donc je pense que c'est autour de tous ces processus-là que j'ai décidé de convoquer un grand débat national, mais surtout faire en sorte que les exilés politiques, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays, reviennent prendre part à ce débat pour que définitivement nous puissions tourner la page de notre histoire qui semble être triste et sombre. Comment se déroulera ce grand débat national? Je ferai appel à toutes les forces vives de la nation, qu'il s'agisse de la société civile, qu'il s'agisse, comment vous dites, des jeunes, des femmes et autres, tout ça. Donc je pense que c'est à travers cela que nous pourrons débattre de toutes les questions qui opposent les Centrafricains. Près de 70% des Centrafricains vivent sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Quelles mesures concrètes, sectorielles, immédiates comptez-vous mettre en œuvre pour améliorer l'accès à l'éducation, la santé, le portable et l'énergie? Déjà, pour le secteur de la santé, nous envisageons rétablir, c'est l'objectif que nous fixons pour dans les 24 mois qui suivront mon élection, réfectionner au moins 50 centres de santé urbains. Deuxièmement, nous envisageons, pour les 24 mois qui viendront, dans le secteur de l'eau, au moins réaliser 1000 forages, en tout cas dans nos provinces, dans nos villages reculés. Et en ce qui concerne le secteur de l'éducation, nous allons accélérer le recrutement des enseignants qui font défaut dans nos provinces afin de pallier déjà, si vous voulez, à ce phénomène de maîtres parents. Je pense que ce sont des mesures pour moi qui sont urgentes et nous allons nous atteler à la tâche. Toujours dans le secteur de l'énergie, l'accès à l'électricité est inférieur à 16% et moins de 20% des ménages ruraux disposent d'eau potable selon la Banque mondiale. Quel objectif concret visez-vous pour 2030 et quelles solutions rapides envisagez-vous pour ces services essentiels? Nous avons élaboré un plan qui, au fait, se définit comme suit, faire en sorte qu'il y ait quasiment très rapidement au moins des kits solaires auprès de nos populations, surtout celles reculées. Donc l'objectif que nous sommes fixés pour 2030, c'est de passer de 26%, si je vois bien le chiffre, à 35%, parce qu'il faut être réaliste. Mais après, nous avons les chutes de Kimbe, de Cardno, que nous envisageons mettre vraiment en route, essayer de trouver des partenaires avec lesquels nous allons travailler pour que cela puisse au moins, notamment surtout ces centrales hydrauliques, que cela puisse fonctionner pour le bien de nos populations.
L'agriculture représente 56% du PIB centrafricain, mais reste peu mécanisée. Comment comptez-vous moderniser ce secteur et promouvoir l'autosuffisance alimentaire, en particulier dans les zones rurales? Mais vous savez, madame, l'autosuffisance alimentaire est un objectif que nous nous sommes fixés. Comme vous l'avez dit, 56% du PIB est représenté par le secteur agricole. Ce que nous voulons faire, c'est quoi? C'est faire en sorte que la mécanisation puisse évoluer progressivement par l'acquisition de tracteurs que nous allons tenter de distribuer, si vous voulez, dans toutes nos provinces, mais surtout par la formation, parce qu'il faut former du moins nos compatriotes, ou bien ceux qui s'intéressent à ce domaine, à comment, si vous voulez, faire de l'agriculture un métier. Un autre point aussi, c'est comment entretenir ces tracteurs, parce que par le passé, nous avons eu à acquérir dans les différents programmes agricoles des machines, mais sans pour autant qu'il y ait des compétences des professionnels de ce secteur pour pouvoir les réparer. Donc nous pensons accompagner cela par des formations. Deuxièmement, il faudrait chercher à moderniser justement les coopératives qui existent chez nous. Je pense que cela est essentiel. Et l'autre point, ce serait de faire la promotion des produits agricoles afin que nous arrivons à atteindre une consommation, je dirais, locale et d'éviter, si vous voulez, les importations. Comment faire la promotion des produits locaux, justement? Bon, voyez-vous, chez nous, nous avons un problème d'écoulement de ces produits. Il va falloir s'atteler à ce qu'il y ait une interconnectivité entre nos provinces, nos villages, pour que le paysan qui a ces produits puisse se déplacer d'un point A à un point B. Je pense que la promotion passera par là. Selon les données du FMI, la croissance du PIB de la Centrafrique est attendue autour de 3% en 2025 contre 1,9% en 2024. Quelles actions concrètes comptez-vous entreprendre pour relancer l'économie et créer des emplois durables pour les jeunes? Je pense que pour créer déjà des emplois ou bien pour élargir l'assiette fiscale, il faut qu'il y ait des entreprises. Et pour que les entreprises viennent s'installer chez nous, il faut un climat des affaires qui soit sain, avec une charte des investissements qui soit favorable à leurs investissements. Alors, je ne sais pas si les conditions aujourd'hui dans notre pays sont réunies pour pouvoir prétendre atteindre 3% selon les prévisions, mais je voudrais rappeler que moi-même, quand j'étais ministre des Finances, j'ai pu établir une croissance moyenne de 4,5%, un record depuis les indépendances. Mais en raison de ce que nous vivons aujourd'hui, je crains que ce sera un peu utopique de penser à atteindre ces 3%. Donc, je le dis, je créerai dans ce domaine-là un fonds pour l'emploi des jeunes qui pourrait arriver à résoudre le problème déjà du chômage. Donc, revoir la charte des investissements comme je voulais pour que cela soit davantage attractif afin que des partenaires extérieurs viennent nous aider, viennent investir dans notre pays. Comment vous allez faciliter l'accès au financement pour les jeunes? Ben justement, quand je parle de fonds de promotion pour l'emploi des jeunes, cela va sans dire que nous devrions justement arriver à mettre tout un protocole autour, arriver à faire en sorte qu'il y ait des projets bancables avec des structures, je dirais, bien organisées qui auront la charge de monter des projets là pour ces jeunes. Mieux, je pense que nous pourrions arriver à créer des sociétés de cautionnement mutuel parce que nos jeunes n'ont souvent pas les moyens d'aller investir dans tel ou tel projet. Donc, si on peut arriver à passer par le canal des structures de cautionnement mutuel, je crois qu'on pourra arriver à les organiser pour qu'ils puissent lever des fonds et financer leurs activités. Mesdames, Messieurs, nous marquons une courte pause et nous revenons juste après. Nous sommes de retour sur le plateau de l'interview en compagnie de Henri-Marie Dondra, candidat à la présidentielle.
Selon le ministère des Infrastructures de la Centrafrique, seulement 2,5% du réseau routier est bitumé. Quelles priorités d'investissement et quels projets immédiats envisagez-vous pour améliorer la mobilité et favoriser l'intégration nationale? Ben, vous comprendrez que à travers ce chiffre, il s'agit d'un pays qui est totalement bloqué. Donc, ma vision est de désenclaver totalement mon pays. Donc, nous avons mis un programme en place jusqu'en 2030 qui devrait nous permettre justement de réaliser près de 5000 km de route dans la Centrafrique. Et nous allons prioriser pour les premières années les axes stratégiques, en passant d'abord par des tracés, ensuite suivra le bitumage. La RCA est un pays riche en ressources naturelles, notamment l'or, le diamant, le pétrole, mais la transparence dans la gestion reste faible. La corruption est un défi majeur. Quelle action immédiate allez-vous prendre pour garantir une gouvernance transparente et que les revenus tirés des ressources profitent à tous les Centrafricains? De toutes les manières, dans ma vision, au lendemain de mon élection, nous allons faire de notre mieux pour essayer d'auditer le secteur. Les contrats qui ont été signés, non pas que nous allons remettre en cause, mais nous voulons justement que ces contrats ou ces exploitants ou bien les produits tirés de ces exploitations profitent aussi à nos compatriotes. Donc, ce seraient les premières mesures que nous allons prendre pour pouvoir discuter avec ceux qui exercent dans ce secteur-là et faire en sorte que le bénéfice, autant revienne aussi à nos populations qu'à ceux-là qui exercent, aux acteurs de ce secteur. Nous allons revenir sur l'agriculture. La vie chère affecte durement les ménages et les inégalités sociales sont flagrantes. Des données de la Banque mondiale indiquent que les inégalités au sein des pays peuvent être aussi problématiques entre eux. Quelles sont vos propositions phares pour lutter contre l'inflation, garantir la sécurité alimentaire et renforcer la cohésion sociale mise en mal durant des années de crise ici en RCA? Vous savez, il y a beaucoup de facteurs qui produisent justement, qui alimentent l'inflation. Il y a d'abord le secteur pétrolier, notamment le carburant. Je pense que cela a un effet pervers sur le revenu des ménages. Et aujourd'hui, chez nous, si l'on note bien, si ma mémoire ne me trompe pas, eh bien, nous avons un prix de carburant à la pompe qui est le plus élevé déjà de la sous-région. Alors, pourquoi cela est plus élevé? Il faudrait justement arriver à connaître les problèmes. Est-ce que ce sont des problèmes qui sont liés à l'approvisionnement? Est-ce que c'est le fournisseur qui, notamment, renchérit les coûts? Est-ce que c'est le département qui est en charge de la gestion de ce secteur qui essaie un peu de poser un certain nombre de problèmes en raison des coûts élevés appliqués dans ce secteur. Donc, nous allons auditer la structure des prix pour pouvoir justement trouver des solutions et alléger justement la pénibilité de nos ménages. Dans le domaine de la sécurité, la Centrafrique souffre de violences intercommunautaires persistantes et de la présence de groupes armés, malgré des accords de paix récents. Quelles mesures de sécurité et de pacification du territoire comptez-vous mettre en place? Professionnaliser notre armée, équiper notre armée, former nos militaires. Je pense que c'est la mesure la plus urgente. Il ne s'agit pas simplement que de recruter des jeunes dans l'armée, mais il faut non seulement les équiper, et puis arriver à les payer. Lorsque vous apprenez que pendant 2 ans, les PGA des militaires ne sont pas versés, mais vous comprendrez qu'ils se décourageraient à préserver justement nos frontières. Ça, c'est pour notre armée. Deuxièmement, et je m'engage vraiment à faire en sorte que les revenus qui doivent aller aux militaires leur soient vraiment versés. Et puis, deuxièmement,
Vous parlez des accords qui sont signés avec les groupes armés. Madame, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du grand débat national. Ces questions doivent être réglées parce qu'on en signe chaque jour et la sécurité ne revient pas, c'est qu'il y a forcément un problème. Est-ce que nous avons réellement abordé toutes les questions? Donc, ce grand débat abordera toutes les questions pour que les accords que nous signons avec les groupes armés soient effectifs dans leur mise en œuvre. Et ça, c'est mon approche. Bon, maintenant, si un groupe armé n'arrive pas peut-être à respecter, mais dans des cadres bien précis, si nous avons des militaires qui sont formés, bien, eh bien, la loi s'imposera à eux. Vous allez professionnaliser l'armée. Qu'allez-vous faire des accords internationaux, notamment la MINUSCA, la Russie? Ben, je l'ai dit, la MINUSCA est une force des Nations Unies. Elle a une mission bien précise dans notre pays. Bon, les autres accords militaires ou bien les autres, comment dirais-je, vous avez parlé des forces russes ou encore, vous voulez parler des forces rwandaises. Eh bien, je pense qu'ils sont là suite à des accords qui ont été signés. Et dans le cadre des relations bilatérales avec ces pays, je pense qu'il y a des moments où il faut s'asseoir sur la même table et discuter de ces accords. Est-ce que ces accords ne doivent pas évoluer, hein? Est-ce que nous pouvons apprécier ce qui s'est passé? Est-ce que nous devons retenir telle ou telle option d'accompagnement? À mon avis, le moment venu, nous allons, soit à travers des commissions mixtes, débattre de ces questions, parce que l'essentiel pour moi, c'est de faire en sorte que nous ayons une vraie armée au service de sa population. Nous arrivons au terme de cette interview. Monsieur Dondra, si vous êtes élu président, quelles seront vos priorités durant les 100 premiers jours de votre mandat? Vous savez, tout est prioritaire en Centrafrique. Vous prenez le secteur de l'eau, c'est une priorité. Le secteur de la sécurité, c'est également une priorité. La relance de notre économie est une priorité. Le secteur de l'agriculture, vous l'avez si bien dit, madame, 56% du produit intérieur brut, c'est une priorité. Alors, je vous donne rendez-vous dans 2 ans, dans 24 mois, lorsque vous reviendrez en Centrafrique, vous allez voir que nous avons tenu un pari qui pourrait justement être partagé, qui sera partagé avec nos compatriotes. Merci, monsieur Henri Dondra, d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est la fin de cette interview depuis Bangui en Centrafrique. Retrouvez nos programmes sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24.